Bonjour à tous et bienvenue sur Nayel Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour un rappel de cours sur le chapitre des espaces vectoriels. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Instagram et sur mon site web personnel. Je vous mets tous les liens dans la description. Évidemment, si vous likez ce contenu, vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons tout de suite au rappel de cours. Alors, on va commencer par les premières définitions. Donc la première définition, c'est la définition d'une application linéaire. Qu'est-ce qu'une application linéaire? On prend E et F, deux cas espaces vectoriels, et U, une application de E dans F. U est dite linéaire si pour tout couple XY de E, et pour tout couple lambda mu de scalaire, on va avoir l'image par U de lambda x plus mu y, qui va être égale à lambda fois U de x plus mu fois U de y. On passe ensuite à trois remarques. La première, on note L de EF, l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Deuxièmement, L de EK, donc l'ensemble des applications linéaires de E dans l'espace des scalaires K, et l'ensemble des formes linéaires de E. Donc dès qu'on a une application linéaire U qui va de E dans K, on l'appelle une forme linéaire. Et troisième remarque, L de EE, qu'on note L de E, est l'ensemble des endomorphismes de E. C'est-à-dire un endomorphisme de E est une application linéaire U qui part de E et qui arrive dans E. Si on reprend la définition, lambda x plus mu y est un élément de E, puisque E est un espace vectoriel, x et y sont deux éléments de E, lambda et mu sont deux scalaires, donc la combinaison linéaire lambda x plus mu y reste un élément de E. Par contre, l'élément U de lambda x plus mu y est un élément de F, puisque U part de E et arrive dans F. Idem pour l'élément de droite. Lambda est un scalaire, U de x est un élément de F, mu est un scalaire, U de y est un élément de F. Comme F est un espace vectoriel, la combinaison linéaire est toujours un élément de F. Deuxième définition, on passe au noyau d'une application linéaire. On considère encore E et F deux cas espaces vectoriels et U une application linéaire de E dans F. On appelle noyau de U l'ensemble qu'on note ker de U, qui est l'ensemble des antécédents par U du singleton 0 de l'espace vectoriel F. En quelque sorte, c'est l'ensemble des éléments de E qui ont leur image par U égale à l'élément nul de F. Remarque par rapport au noyau d'une application linéaire, le noyau de U, donc je vous rappelle qu'on le note ker de U, est un sous-espace vectoriel de E. Donc c'est-à-dire qu'il est encore stable par combinaison linéaire. On passe maintenant à la définition de l'image. Donc on prend encore E et F, deux cas espaces vectoriels, et U, une application linéaire de E dans F. On appelle image de U l'ensemble qu'on note im de U, qui est l'ensemble des éléments de F atteignables par U. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des Y qui appartiennent à F, tel qu'il existe un élément de E, tel que U de x est égal à y. Donc c'est l'ensemble des éléments de F qui sont atteignables par U. Donc remarque, im de U est un sous-espace vectoriel de F. Donc im de U est encore un espace qui est stable par combinaison linéaire. Définition suivante, le rang d'une application linéaire. Soit E et F, deux cas espaces vectoriels, avec F de dimension finie. On prend U, une application linéaire de E dans F. Et on appelle rang de U la dimension de l'espace vectoriel im de U. Donc rang de U, c'est la dimension de l'image de U. Pour comprendre les choses un peu intuitivement, on vient de dire que l'image de U, c'est l'ensemble des éléments de F qui sont atteignables par U. Donc im de U, comme on vient de le voir dans la remarque, c'est un sous-espace vectoriel de F. Donc ce sous-espace vectoriel de F, il est de dimension inférieure ou égale à la dimension de F. Comme F est de dimension finie, on peut dire que sa dimension c'est n, et donc rang de U, ça va être la dimension du sous-espace im de U, et ça va nous donner plein d'informations sur les caractéristiques de l'application linéaire U. On passe aux propriétés maintenant. Donc première proposition, on cherche à caractériser l'injectivité d'une application linéaire. On prend E et F, deux cas espaces vectoriels, et U, une application linéaire de E dans F. U est injective si et seulement si son noyau est réduit au singleton 0. C'est-à-dire que le seul élément de E tel que U de x est égal à 0, c'est l'élément nul de E. C'est-à-dire que dès que vous avez un élément x de E tel que U de x est égal à 0 de F, alors cet élément x est l'élément nul de E.
On pourra voir la démonstration dans une vidéo suivante, si vous le souhaitez, vous pouvez me le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse. Proposition suivante, soit E et F, 2 cas espaces vectoriels, et U, une application linéaire de E dans F. Alors, l'application réciproque de U, qu'on note U-1, est encore une application linéaire, cette fois de F dans E. Proposition encore suivante, soit E et F 2 cas espaces vectoriels et U une application linéaire de E dans F. Alors l'image par U d'une famille génératrice de E est une famille génératrice de im de U. C'est-à-dire que im de U, qui est un sous-espace vectoriel de F, va pouvoir avoir comme famille génératrice simplement U de x1, U de x2, U de x3 jusqu'à U de xn, avec x1 jusqu'à xn, une famille génératrice de E. Remarque, U est surjective si et seulement si l'image par U d'une famille génératrice de E est génératrice de F. Donc c'est là où la notion de rang d'une application linéaire va commencer à devenir importante. On vient de voir qu'une famille génératrice de E était génératrice de im de U. Or, si une famille génératrice de E est génératrice de F, ça signifie que en générant im de U, on arrive à générer tout F. Donc l'information contenue dans im de U est la même que l'information contenue dans F. C'est-à-dire que, à travers U, dès qu'on prend une famille génératrice de E, si on la transpose dans F avec U, on va pouvoir reconstruire tout l'espace vectoriel F. Proposition suivante, soit E et F 2 cas espaces vectoriels et U encore une application linéaire de E dans F. On a U qui est injective si et seulement si l'image par U de toute famille libre de E est une famille libre de F. Donc c'est assez clair. Si vous prenez une famille libre de E et vous prenez son image par U, si cette famille est encore une famille libre de F, alors U est injective. Donc on a deux caractérisations pour l'injectivité, qui sont équivalentes, puisque dans les deux cas c'est une équivalence. U est injective si et seulement si son noyau est réduit au singleton 0, et U est injective si et seulement si l'image par U de toute famille libre de E est encore une famille libre de F. Si les démonstrations vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo sur les démonstrations qu'on vient de voir, donc c'est-à-dire pour la caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité. On passe maintenant à un théorème super fondamental. On prend EI, une base du K espace vectoriel E. On prend FI, une famille du K espace vectoriel F. Alors, il existe une unique application linéaire qui fait correspondre les EI aux FI comme étant des images. C'est-à-dire qu'une application linéaire, et ça il faut absolument que vous le reteniez, une application linéaire est entièrement caractérisée par l'image d'une base. C'est fondamental. Ainsi déterminé, donc une fois que vous avez déterminé quelles vont être les images de la base de E par U dans F, vous allez pouvoir savoir si U est surjective, injective ou bijective. U va être surjective si et seulement si la famille FI est génératrice dans F. Pourquoi ? Puisque les EI sont une base de E, donc par définition les EI sont une famille génératrice de E, et on a vu précédemment une caractérisation de la surjectivité qui nous disait l'image par U d'une famille génératrice de E est génératrice de F. Or, EI est une famille génératrice de E, donc U va être surjective si et seulement si l'image par U de cette famille va être génératrice de F. Sauf qu'on a déterminé, on a entièrement déterminé U par l'image d'une base de E, donc à travers les FI, donc U va être surjective si et seulement si les FI vont former une famille génératrice de F. De la même manière, U va être injective si et seulement si la famille FI est libre dans F, puisque les EI forment une base de E, donc par définition les EI forment une famille libre de E, et on a vu précédemment une caractérisation de l'injectivité qui nous disait U est injective si et seulement si l'image par U de toute famille libre de E est une famille libre de F. De la même manière, on va pouvoir avoir U qui est bijective, c'est-à-dire surjective et injective à la fois, si et seulement si la famille FI est une base de F. Soit E, un K-espace vectoriel, et EI, une famille de sous-espaces vectoriels de E, tels que E est la somme directe des sous-espaces vectoriels EI. On prend également F, un K-espace vectoriel. Soit UI, une famille d'applications linéaires, telles que, pour tout I, UI est une application linéaire de EI dans F. Alors, il existe une unique application linéaire de E dans F, telle que la restriction de U à chacun des sous-espaces EI
coïncide avec UI. Ça rejoint ce que je viens de vous dire dans le théorème précédent, c'est-à-dire qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Si pour chaque EI, vous prenez une base de ce EI, donc l'application UI qu'on voit là, elle est entièrement déterminée par l'image d'une base de EI. Maintenant, comme la somme est directe, vous pouvez avoir une base de E en concaténant les bases des EI. Ce qui fait que votre application linéaire U totale, qui va de E dans F, elle est entièrement déterminée par l'image d'une base de E. Sauf que cette base de E peut être vue comme une concaténation de bases des EI, et donc la restriction de U à chacun des EI coïncide de manière unique avec chacune des applications linéaires UI. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, dites-le moi dans les commentaires, je referai une vidéo pour tout clarifier. On passe maintenant encore à un théorème fondamental de l'algèbre linéaire qui est le théorème du rang. Théorème, donc avant d'introduire la formule du rang, on va voir le théorème qui donne un isomorphisme entre l'image et un supplémentaire du noyau. Avant de passer à la formule du rang, on va voir ensemble le théorème qui nous donne un isomorphisme entre image et supplémentaire du noyau. Donc on prend E et F, deux cas espaces vectoriels, et U, une application linéaire de E dans F. Soit G, un supplémentaire de ker de U. C'est-à-dire que E est la somme directe de ker de U et de G. Alors la restriction AG de U, qui est une application linéaire de G dans im de U, est un isomorphisme. Et tout supplémentaire de ker de U est isomorphe à im de U. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a un isomorphisme entre G et ker de U. Vous pouvez trouver une application bijective qui fait le lien entre G et ker de U. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, entre G et ker de U, il y a la même information. De la même manière, on en découle que tout supplémentaire de ker de U est isomorphe à im de U. C'est-à-dire que la dimension de G est la même que la dimension de im de U, qui est le rang de U. Donc on vient voir que rang de U est égal à la dimension de tous les supplémentaires de ker de U dans E. Soit E et F, deux cas espaces vectoriels. On suppose que la dimension de E est finie. J'insiste là-dessus. Ne me faites pas une formule du rang avec une dimension de E qui n'est pas finie. Dans la formule du rang, on prend E et F, deux cas espaces vectoriels, et l'espace de départ, E, est de dimension finie. F, on s'en fiche, il peut être de dimension infinie. Mais l'espace de départ de votre application linéaire, c'est-à-dire E, doit être de dimension finie. Et vous prenez donc évidemment U, une application linéaire de E dans F. Alors, la formule suivante est vérifiée. La dimension de l'image de U plus la dimension du noyau de U est égale à la dimension de E. On passe maintenant aux endomorphismes. Donc, définition, qu'est-ce que c'est que l'algèbre des endomorphismes? Donc, on a vu en introduction que L de E était l'ensemble des applications linéaires de E dans E. Si on le munit de la loi de composition, L de E devient une K-algèbre unitaire. Définition suivante, on va voir ce qu'est le groupe linéaire, qu'on note GL de E. GL de E est l'ensemble des endomorphismes bijectifs de E. Muni de la loi de composition interne, c'est aussi un groupe qu'on appelle le groupe linéaire de E. Je vous rappelle qu'un groupe vérifie A, I, N, S. A pour associativité, I pour interne, N pour neutre et S pour symétrie. Définition suivante, on va définir ce qu'est une homothétie. Donc on prend F, un endomorphisme de E, et on prend lambda, un scalaire. Si F est égal à lambda fois l'identité, alors F est appelé une homothétie de rapport lambda. C'est-à-dire que dès que vous prenez un élément et que vous cherchez son image par une homothétie de rapport lambda, vous allez juste multiplier cet élément par lambda. Voilà, on va voir maintenant le théorème qui nous donne un isomorphisme entre deux supplémentaires. On prend E, un K-espace vectoriel. On prend F, un sous-espace vectoriel de E. G et H sont deux supplémentaires de F dans E. C'est-à-dire que E est égal à la somme directe de F plus G, et E est également égal à la somme directe entre F plus H. Soit PG, P indice G, l'application linéaire qui va de E dans G, qui est la projection de E sur G. C'est-à-dire, G est un sous-espace vectoriel de E. Dès que vous prenez un élément X
de E, vous pouvez le décomposer avec une partie de G et une partie qui est sur un supplémentaire de G, donc sur F. Prenez une base de G, prenez une base de F, vous obtenez une base de E en concaténant ces deux bases. Maintenant, PG, c'est l'application qui, quand vous prenez un élément X de E, que vous le décomposez dans cette base-là, vous ne gardez que la décomposition sur la base de G. Voilà, c'est ce qu'on appelle une projection. Maintenant, cette projection PG, si vous la restreignez à H, ça devient une application linéaire entre H et G et c'est un isomorphisme. C'est-à-dire que c'est une application linéaire bijective entre H et G. On en déduit donc que les supplémentaires G et H sont isomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont la même dimension et qu'il existe une bijection entre eux deux. On passe maintenant aux projecteurs et aux symétries. Donc projection, c'est ce que je viens de vous expliquer dans le théorème précédent sur l'isomorphisme entre deux supplémentaires. Soit E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels de E, tels que E est égal à la somme directe entre E1 et E2. Alors, pour tout x de E, vous allez trouver une unique décomposition x1, x2 sur les sous-espaces vectoriels E1 et E2, tels que x est égal à x1 plus x2. Si vous prenez P, l'application linéaire qui va de E dans E, qui est définie par P, qui a x égale x1 plus x2, associe uniquement x1. Donc c'est-à-dire que quand vous prenez x et que vous le décomposez sur E1 et E2, l'application linéaire P ne vous renvoie que x1. Donc cette application qui est linéaire s'appelle projection de E sur E1 parallèlement à E2. Cette application est ce qu'on appelle un projecteur et elle vérifie les trois propriétés suivantes. Son noyau est égal à E2, c'est-à-dire que dès que vous mettez un élément de E2 dans P, ça va vous renvoyer 0. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un élément de E2, sa décomposition sur E1 plus E2, ça va simplement être lui-même, qui est E2. Sauf que votre application linéaire P, elle ne renvoie que la partie de E1, qui, dans cet élément-là, est nulle. Donc, vous voyez bien que cet élément-là appartient au noyau. Et le noyau est strictement égal à E2. C'est-à-dire que dès que vous prenez un élément qui n'est pas dans E2, vous n'allez pas tomber sur 0 quand vous allez le mettre dans P. L'image de P, c'est E1, évidemment, puisqu'on ne renvoie que la partie de E1 dans la décomposition de x sur E1 plus E2. Et propriété hyper importante des projecteurs, P rond P est égal à P. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer successivement autant de fois que vous voulez un projecteur, ça va revenir à strictement la même chose que de l'appliquer une seule fois. Ce qui est facilement compréhensible, puisque dès que vous prenez un élément x de E, vous allez renvoyer seulement sa partie de E1, et une fois que vous avez uniquement sa partie de E1, si vous le remettez dans le projecteur, cette partie de E1, c'est toujours ce qui va revenir comme image de cet élément par P. On voit également une autre définition d'un projecteur, soit P une application linéaire de E dans E. Alors P est un projecteur si et seulement si P rond P est égal à P. Donc il y a une équivalence. Si vous avez une projection, cette projection vérifie P rond P est égal à P, comme je viens de vous l'expliquer. Si maintenant vous avez un endomorphisme de E qui vérifie également P rond P est égal à P, alors c'est un projecteur. Et proposition, soit P un endomorphisme de E, alors P est un projecteur si et seulement si P est la projection sur im de P parallèlement à ker de P. On a alors E qui est la somme directe entre im de P et ker de P. On a donc vu que dès qu'on a une application linéaire, on peut d'office créer des sous-espaces vectoriels à partir de cette application linéaire. Le premier espace vectoriel qu'on a, c'est le noyau de cette application linéaire. Le deuxième, c'est l'image. Là, P est un endomorphisme de E dans E. Donc le noyau et l'image sont des sous-espaces vectoriels du même espace vectoriel E. Maintenant, dès que vous avez un projecteur, vous avez E qui est la somme directe entre l'image de P et le noyau de P. De même, dès que vous avez une application linéaire qui vérifie cette propriété, vous êtes sûr d'avoir un projecteur. Vous avez donc deux caractérisations qui sont deux équivalences d'une projection. P rond P est égal à P et E est égal à la somme directe entre l'image de P et le noyau de P. On passe maintenant aux exercices qu'on verra la semaine prochaine. Donc,
On va voir 3 exercices la semaine prochaine. Le premier qui est la caractérisation des homothéties. Si vous prenez E, un K-espace vectoriel, et F, une application linéaire de E dans E. Alors F est une homothétie, si et seulement si, pour tout élément de E. La famille X, F de X, est une famille liée. Dès que vous avez ça, vous avez une homothétie, et dès que vous avez une homothétie, vous avez ça, je vous demande de me le démontrer. Exercice suivant, sur les endomorphismes nilpotents. Soit E, un K-espace vectoriel de dimension n, et F, un endomorphisme de E, tel qu'il existe un entier naturel P, tel que F puissance P est égal à 0. Quand on dit F puissance P, c'est pour la loi de composition. C'est-à-dire que F rond F P fois est égal à l'application linéaire nulle. Ce qu'on note 0 avec un tilde au-dessus, c'est l'application linéaire qui part de E, qui arrive dans E et qui à tout élément associe l'élément 0. Il faut montrer que F puissance n est égal également à l'application linéaire nulle. Exercice encore suivant, soit E un K-espace vectoriel de dimension finie et F une application linéaire de E dans E. Il faut montrer qu'il y a équivalence entre E qui est la somme directe de im de f et de ker de f, et im de f qui est égal à im de f au carré. Ces 3 exercices-là ne sont pas insurmontables. Si vous avez bien suivi votre cours et que vous avez bien compris tous les rappels qu'on vient de faire, vous devriez être capable de faire ces exercices. Je vous laisse les chercher, il ne faut pas que vous abandonniez. Plus longtemps vous les chercherez, mieux vous intégrerez la correction et mieux vous vous en rappellerez pour les exercices suivants que vous aurez à résoudre. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé ce contenu, lâchez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des remarques sur le format, si vous avez des propositions pour les vidéos suivantes. Je suis ouvert à toutes vos remarques et j'espère que cette vidéo vous aura été utile dans vos révisions. Salut!